Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, la crypto-monnaie, ça n'a rien à voir avec le casino, les paris sportifs ou encore le darknet. Non, tout ça, tu peux le rayer de ton esprit. La crypto-monnaie, c'est pas du hasard, c'est pas illégal, et le bitcoin ne finance pas plus le terrorisme que l'euro ou le dollar. Donc, une bonne fois pour toutes, supprime toutes ces idées-là de ton cerveau. Parce qu'à la base, le bitcoin, ça a été créé pour une seule et unique raison. Faire en sorte que celui qui veut garder lui-même son argent, devenir sa propre banque et s'émanciper du système bancaire, en ait la possibilité. Ça allait d'une clé USB, mais ça c'est une banque. Que moi, si je pouvais vraiment être à 100% indépendant des banques, je le serais. Mais le problème, c'est que le bitcoin, malgré lui, est devenu un investissement tellement rentable que 90% des gens qui se lancent dans la crypto aujourd'hui se lancent pour une seule et unique chose, faire de l'argent. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer en 5 points pourquoi bitcoin c'est bien plus que l'investissement le plus rentable des 14 dernières années et pourquoi est-ce que tu devrais t'y intéresser pour autre chose que pour gagner de l'argent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la crypto-monnaie est un très très gros marché, puisqu'il pèse aujourd'hui 1500 milliards de dollars. Et c'est 2 fois moins que son record de 2021 qui était à 3000 milliards de dollars. Donc si le bitcoin et les autres crypto-monnaies sont aussi capitalisés, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. Et ça se résume pas à quelques geeks derrière leurs ordinateurs qui font du casino en ligne. J'ai tendance à dire que la crypto-monnaie appartient à un écosystème, un secteur qu'on appelle le Web 3.0. Sans trop rentrer dans les détails, le Web 1.0 c'était l'arrivée d'Internet dans les années 90-2000. Le Web 2.0 est arrivé dans les années 2010 à peu près, avec la création de contenu et la diffusion de celui-ci, très globalement les réseaux sociaux. Et maintenant, le Web 3.0, ça regroupe toutes les innovations qui sont basées autour de la technologie blockchain. L'objectif principal est de numériser la notion de propriété. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, 40% de notre vie est une vie virtuelle. Et pourtant, sur Internet, on ne possède rien. Même nos propres données de navigation, elles sont collectées et revendues par des entreprises qui n'ont rien à voir avec nous. Donc certes, aujourd'hui, le Web 3.0 est surtout un grand terrain de jeu pour les amateurs de nouvelles technologies, mais en fait, ça s'arrête pas là, parce que ça a le potentiel de chambouler et de mettre à jour un petit peu tous les secteurs. Par exemple, pour le sport, quelque chose qui à première vue n'a rien à voir avec le Web 3, et ben si, il y a les fan tokens. Un autre exemple qui paraît peut-être un petit peu plus évident, c'est les jeux vidéo. Le Web 3 les réinvente avec ce qu'on appelle les play to earn. Et pour donner un exemple un petit peu plus global maintenant, on va voir le monde de l'art. Que ce soit la musique, le cinéma, la mode, la peinture ou n'importe quel autre type d'art. Tout ça, ça peut être numérisé avec des NFT. Et en réalité, presque tout ce qu'on connaît déjà sur Internet dans le Web 1.0 et 2.0 a un équivalent dans le Web 3.0, mais en version améliorée. Et pour le coup, aujourd'hui, en 2023, on est un petit peu comme à l'arrivée d'Internet. Parce que même si tout le monde ne l'a pas encore compris, on s'apprête à intégrer dans notre quotidien ces toutes nouvelles technologies. Et pour le coup, le parallèle avec l'arrivée d'Internet dans les années 90-2000 est encore plus flagrant quand on sait qu'actuellement dans le Web 3, des entreprises se lancent tous les jours pour résoudre de nouveaux problèmes grâce à cette technologie. D'ailleurs, pour moi, le Web 3.0 est la plus grosse opportunité de la décennie en termes de carrière. Et ça, que tu sois employé ou entrepreneur. Parce que si tu es dans le commerce, la comptabilité, le droit, le marketing, l'informatique ou encore n'importe quel autre secteur ou poste dont les entreprises ont besoin, tu as une opportunité. Et ce que moi je recommanderais à un jeune entre 15 et 25 ans, même s'il n'est pas encore prêt pour investir dans la crypto, c'est au moins de se renseigner à ce sujet. Parce que les connaissances du secteur et du milieu du Web 3 est l'une des compétences les plus recherchées pour tout type de poste sur un CV. Ah, tu me crois pas? Eh bien pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2020, selon LinkedIn, dans la liste des 10 compétences techniques les plus recherchées par les entreprises, la première c'était la blockchain. Et je pense que vous l'avez deviné, ça n'a fait qu'augmenter depuis. Et puisqu'on est dans les statistiques et les données, une étude réalisée par l'ADAN et KPMG France en 2022 a révélé que plus de 95% des entreprises dans le secteur de la crypto en France avaient des postes à pourvoir. Et plus de 80% d'entre elles avaient du mal à trouver de bons candidats. Et je vais pas te refaire la loi de l'offre et de la demande. Si dans un secteur t'as beaucoup d'entreprises qui recrutent, mais de l'autre côté que très peu de candidats, tu peux être sûr que les salaires dans ce secteur-là seront assez élevés. Passons maintenant au point numéro 2. La crypto et le Web 3 en général est un secteur très varié. Aujourd'hui, si tu discutes avec 2 personnes au hasard qui sont dans le milieu du cinéma, t'as quand même beaucoup de chances que leur métier, bien qu'il soit lié au même sujet, soit totalement différent. Et en crypto, c'est exactement pareil. T'as pas que des investisseurs. Entre les développeurs qui vont coder les blockchains, les cryptos, les NFT, les gamers qui vont jouer à des play to earn comme Sorare, les traders qui n'achètent pas la crypto vu qu'ils spéculent simplement sur la valeur future de celle-ci, les collectionneurs de NFT ou encore les entrepreneurs qui utilisent juste les technologies blockchain et Web3 pour leur business, t'as d'énormes différences. Donc non, en crypto, t'as pas que des investisseurs. Et puis d'ailleurs, je vais te dire une chose, même parmi les investisseurs, tu peux avoir des profils totalement opposés, selon le type d'investissement ou le niveau de risque par exemple. Donc tout comme dans le cinéma où il faut des cadreurs, des monteurs, des vidéastes, des scénaristes ou encore des acteurs, et que tout le monde fait un job différent mais complémentaire, le Web
Web3 regorge de professions totalement différentes les unes des autres. Et donc, si tout le monde n'est pas investisseur, tout le monde n'est pas là pour gagner de l'argent. Et ça me fait une très belle transition pour le point numéro 3. Il y a tout un tas de raisons, outre le profit, pour lesquelles les gens s'intéressent à la crypto. Mais il s'avère qu'il y a au moins 3 motifs pour lesquels les gens s'intéressent à la crypto, outre la spéculation et l'espérance de gain. Le premier, c'est pour utiliser Bitcoin en tant que moyen de paiement. Parce que Bitcoin, avant tout, c'est ça. C'est un moyen de paiement plus rapide, sans frais, ne prenant pas en compte la géographie. En moyenne, une transaction à l'international est plus de 300 fois plus rapide et plus de 100 fois moins cher en crypto qu'en utilisant un service tiers comme Western Union par exemple. Et puis même pour les dons, c'est démentiel. Ça fait des années que l'UNICEF accepte les dons en crypto-monnaie. Mais l'exemple le plus flagrant, c'est bien celui de l'Ukraine. En un an depuis le début du conflit, plus de 70 millions de dollars ont été donnés en soutien par des particuliers. Et tout ça de la manière la plus simple possible. Je choisis le montant, puis à qui est-ce que je veux l'envoyer, puis j'appuie sur envoyer, et en l'espace de quelques minutes, boum, l'argent est sur le compte. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant d'utiliser la crypto même pour des paiements qui sont pas internationaux. Tu seras d'accord avec moi que pour tes paiements en ligne, c'est intéressant d'utiliser un réseau natif à internet qui, entre autres, respecte tes données privées. Ensuite, on peut investir dans le Bitcoin parce qu'on le considère comme une réserve de valeur. Que ce soit pour s'émanciper au moins partiellement d'un système bancaire qui ne nous profite pas, et on l'a encore vu très récemment avec la chute de banques américaines et suisses, ou encore pour faire rempart à l'inflation, donc la perte de la valeur des monnaies traditionnelles. Là, pour le coup, je pense que je vous apprends pas grand chose si je vous dis qu'on vit une période d'inflation sans précédent. Et ben, devine quoi, la quantité maximum de Bitcoin en circulation est limitée. Autrement dit, c'est un peu comme de l'or, mais en numérique. Et l'or, du fait de sa rareté, est considéré depuis la nuit des temps par l'homme comme la valeur refuge par excellence. Et puis, troisième exemple de l'utilité de Bitcoin, ben, c'est en tant qu'unité de change. Et pour t'expliquer ça, je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 14 pays qui utilisent une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Mais ces 14 pays sont divisés en deux groupes. D'un côté, les pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et de l'autre côté, les pays d'Afrique centrale, qui sont le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et la République du Congo. Et en fait, comme ces deux groupes ont chacun leur propre banque centrale, ils utilisent chacun leur propre franc CFA. Et même si ces deux francs fonctionnent exactement de la même manière, qu'ils ont la même valeur et la même utilité, eh bien, ils ne sont pas échangeables entre eux. Donc très généralement, pour passer de l'un à l'autre, il faut utiliser de l'euro. Et le très gros problème à ça, c'est que l'euro, c'est la monnaie de l'Europe. Autrement dit, pour les échanges internationaux, y compris sur leur propre continent, ces pays sont totalement dépendants de l'Europe et notamment de la France. Donc on est d'accord que ça pose un énorme problème pour la souveraineté de ces pays-là. Et c'est là qu'intervient Bitcoin, parce que Bitcoin, ça n'appartient à personne, ou du moins ça appartient à sa communauté. C'est la monnaie du peuple. Donc on peut totalement faire le pont entre les différentes monnaies en passant par Bitcoin et garder sa souveraineté monétaire. Et d'ailleurs, ils n'ont pas attendu que je le dise pour le faire. Et je t'assure que des cas d'usage comme celui-là, il y en a des dizaines. Maintenant, passons au point numéro 4. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, je vais affirmer que le Bitcoin est une vraie monnaie. Par contre, je vais pas faire l'effort de le prouver. Bah ouais, en fait, si tu l'as pas encore compris, c'est exactement ce que je viens de faire dans le point numéro 3. Le Bitcoin remplit les 3 conditions pour définir un outil comme une monnaie. Et donc, ces 3 conditions sont être un moyen de paiement, une réserve de valeur et une unité de compte. Soit exactement les 3 sujets que je viens de développer dans le point précédent. Donc oui, c'est une monnaie à part entière, même si elle est numérique et qu'il n'y a pas de pièces et de billets. D'ailleurs, tu savais que 90% de la monnaie était scripturale, c'est-à-dire numérique. La plupart des grosses dépenses, tu les fais avec ton compte en banque. Et cet argent, il n'existe pas réellement, c'est juste des chiffres. Quand tu as 1000 € sur ton compte, t'as pas vraiment 1000 €. T'as juste une créance envers ta banque qui t'autorisera à effectuer des paiements à hauteur de ces 1000 € là. Alors, je suis d'accord, ça change pas grand-chose. Ce que tu vois, c'est que tu peux utiliser 1000 €. Mais dans ce cas-là, ça veut aussi dire que ça ne change pas grand-chose non plus que le Bitcoin soit numérique pour être considéré comme une monnaie. Et enfin, 5e et dernier point, la blockchain, donc la technologie sur laquelle est basé le Bitcoin, est considérée comme la plus inviolable du monde. Autrement dit, beaucoup de gens s'intéressent à la crypto-monnaie parce qu'ils sont fascinés par le niveau de technologie qu'il y a derrière. Et honnêtement, je vais pas faire comme tout le monde à essayer de t'expliquer qu'est-ce que c'est la blockchain et comment ça marche. Je veux juste que tu comprennes en gros ce que c'est. Globalement, la blockchain, c'est un serveur, c'est une base de données. Et la différence avec les serveurs qui existaient déjà, c'est qu'au lieu d'être centralisée et contrôlée par une entreprise ou n'importe quelle autre institution, elle va être décentralisée et contrôlée par la communauté. Elle est considérée comme inviolable parce que c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible pour un hacker de s'emparer de tous les organes de contrôle. Et donc, si t'as compris ça, c'est déjà beaucoup plus que la plupart des gens. Donc, t'as même pas besoin d'en savoir plus au sujet de la blockchain. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que t'as appris des choses. Et si c'est le cas, je te laisse liker, mettre un commentaire, t'abonner et activer la cloche. Et pour ma part, je te dis à la semaine prochaine.